Ils disent vengeance est un plat mieux servi froid, mais dans haute société, il est servi avec champagne millésimé et une foule de témoins. Alistair Sterling marcha dans le gala royal le plus exclusif de la décennie, serrant la main de sa maîtresse de 22 ans, convaincu il était le roi intouchable du quartier financier de Londres. Il pensait que son ex-femme Geneviève était en train de pleurer dans un appartement studio quelque part brisé et oublié. Il avait tort. Totalement tort. Quand les rideaux se levèrent, Alistair ne réalisa pas seulement qu'il avait perdu. Il réalisa qu'il était entré volontairement dans sa propre exécution. Restez à l'écoute parce que vous êtes sur le point de témoigner la plus brutale, élégante chute dans l'histoire de l'élite. L'invitation arriva un mardi, livrée non par la poste, mais par un coursier privé dans une Bentley gris anthracite. C'était une chose lourde, épais carton crème bordé d'une véritable feuille d'or 24 carats scellée avec de la cire noire qui ne portait pas de blason, seulement la silhouette d'une seule rose épineuse. Alistair Sterling, le PDG de 45 ans de Sterling et Copil Capital, la teinte à la lumière de son bureau penthouse dans le Shard London. La ville s'étalait sous lui, grise et soumise, tout comme il préférait ses adversaires. D'où vient-elle, aller? La voix vint du salon du Shard dans le coin. Tiffany Rose, sa maîtresse devenue fiancée, leva les yeux de son téléphone. Elle avait 23 ans, stupéfiante de cette manière parfaitement fabriquée d'Instagram, avec des cheveux de la couleur du platine filé et des lèvres qui avaient coûté plus que la première voiture d'Alistair. Elle était le trophée qu'il avait fait exploser sa vie pour acquérir la raison pour laquelle il avait servi des papiers de divorce à Geneviève il y a 3 ans. Le gala obsidienne. Alistair lut un sourire en coin se formant au coin de sa bouche. Hébergé à l'orangerie du palais de Kensington, thème résurrection. Tiffany piailla, se levant du salon. Le gala obsidienne, allait. Tu es sérieux? C'est l'événement le plus secret du calendrier. La presse dit que même les branches plus sombres des Rothschild ont eu du mal à obtenir des billets. Qui nous a invités? Alistair jeta l'invitation sur son bureau en acajou, se penchant en arrière avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui venait de vendre à découvert le marché immobilier et de gagner. Ça importe? Mon nom a été dans le Financial Times pendant 3 semaines d'affilée depuis la fusion avec Blackwood Tech. Quelqu'un veut évidemment que l'homme de l'heure ajoute un peu de gravité à leur petite fête. Il s'approcha de la fenêtre, fixant son reflet. Il avait bonne allure. Costume cher, mâchoire affûtée par des entraîneurs personnels. L'éclat d'une montre Patek Philippe à son poignet. Il y a 3 ans, la vie avait été différente. Il avait été marié à Geneviève, douce, calme, ennuyeuse Geneviève. Elle était la fille d'un bibliothécaire qu'il avait rencontré à l'université. Elle portait des chaussures confortables, cuisinait du rôti de porc le dimanche et le soutenait quand il n'était personne. Mais quand Alistair atteignit ses premiers 10 millions, Geneviève cessa d'avoir du sens. Elle ne rentrait pas dans le yacht. Elle ne rentrait pas dans l'image. Elle était une encre quand il voulait être une voile. Alors il la lâcha. Le divorce fut brutal. Il avait les meilleurs avocats, des requins de Slaughter and May. Et il l'avait laissée avec une misère. La dernière fois qu'il la vit, elle portait un manteau de laine délavé, signant les papiers d'une main tremblante sur un parking détrempé par la pluie. Elle avait l'air grise, délavée, finie. Je me demande qui est l'autre, gazouilla Tiffany, déjà en train de faire défiler des robes de créateurs sur son iPad. Ils disent que ça change chaque année. L'année dernière, on disait que c'était un prince saoudien. Tu penses qu'on va rencontrer la royauté? Nous sommes la royauté, Tiff, dit Alistair, se versant un scotch. Mais oui, nous irons et nous nous assurerons que tout le monde sache exactement qui nous sommes. Achète la robe la plus chère que tu puisses trouver. Je veux que tu brilles si fort que tu les aveugles. Il ne le savait pas encore, mais le thème de la résurrection n'était pas une métaphore pour l'économie. C'était une promesse. Cette nuit-là, Alistair était couché dans son lit, l'invitation brillant sur la table de chevet sous la lumière du lampadaire. Il ressentait un étrange malaise.
une petite piqûre à la base de son cou. La cire scellait la rose épineuse. Cela lui rappelait quelque chose. Geneviève avait l'habitude de cultiver des roses baccarat noirs, mais il écarta cette pensée. Geneviève était probablement en train de donner des leçons de piano dans un village humide des Cotswolds, vieillissant gracieusement dans l'obscurité. Elle était le passé. Le gala obsidienne était son futur. Le soir du gala, Londres était drapé d'un brouillard suffocant, mais les jardins du palais de Kensington étaient en flammes de lumière. Une file de Rolls-Royce et de Maybach s'étendait le long de l'allée privée, tournant au ralenti silencieusement alors qu'elle déposait la crème de la société européenne sur le tapis rouge. Les paparazzis étaient tenus à distance derrière des cordons de velours et des portails de fer, leurs flashs crépitant comme des éclairs lointains. À l'intérieur de l'arrière de sa limousine, Alistair ajusta son nœud papillon en soie. Il portait un smoking fait sur mesure à Savile Row, le tissu bleu nuit épousant parfaitement sa silhouette. À côté de lui, Tiffany Rose vibrait d'anxiété et d'excitation. Elle portait une robe qui laissait très peu à l'imagination, une robe Versace transparente incrustée de cristaux qui lui collait comme une seconde peau. C'était beau indéniablement, mais c'était bruyant. Ça criait. « Regarde-moi, Ali, regarde, murmura-t-elle, regardant par la fenêtre teintée. C'est Sebastian Thorne, le magnat du transport maritime. Et oh mon Dieu, est-ce Lady Victoria Hervey? Calme-toi. » Alice Tister claqua, bien que son propre cœur battait un peu plus vite. « Tu as ta place ici. Agis comme tel. » Le chauffeur ouvrit la porte. L'air frais de la nuit les frappa, sentant la terre humide et le parfum cher. Alice Tister sortit, tendant la main à Tiffany. Alors qu'elle émergeait, les caméras lointaines entrèrent en frénésie. Ils marchèrent sur le tapis. Alice Tister tenait sa tête haute, sa poitrine bombée. Il scanna la foule devant lui. Il vit des poids lourds, des gens qu'il devait habituellement attendre des mois pour rencontrer. Il y avait le sénateur Julian Blackwood des États-Unis parlant à voix basse avec un oligarque russe. Il y avait la rédactrice en chef de Vogue, l'air impérieux en velours noir. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée de l'orangerie, Alice Tister remarqua quelque chose d'étrange. L'atmosphère n'était pas festive. Elle était tendue, expectante. Les gens chuchotaient, des groupes de mondains se pressaient, regardant leur téléphone, puis vers les massives portes closes de la salle de bal. « As-tu entendu? » Une femme devant eux murmura à son compagnon. Elle était la femme d'un grand rival bancaire. Ils disent que l'hôte est revenu de Paris. Ils disent qu'elle a acheté le domaine Van Dorn. Impossible, répondit l'homme. Ce domaine n'a pas été vendu depuis 2 siècles. Alistair fronça les sourcils. Le domaine Van Dorn, c'était de l'argent ancien, de l'argent ancestral, le genre d'argent qui regardait ces milliards de fonds spéculatifs. Comme mignon. Ali, pourquoi tout le monde nous regarde, murmura Tiffany, lui serrant le bras. Alice Tister regarda autour de lui. Elle avait raison. Alors qu'il traversait le foyer, les têtes se tournèrent. Mais les regards n'étaient pas le mélange habituel d'envie et de luxure qu'il obtenait quand il entrait avec Tiffany. C'étaient des regards de confusion, d'amusement, et le plus troublant de tous, de pitié. Il regarde parce que tu es la plus belle femme ici. Alice Tister mentit, la dirigeant vers le serveur de champagne. Il saisit une flûte de Dom Pérignon et la descendit d'un trait. Monsieur Sterling. Une voix traînante vint de sa gauche. Alice Tister se tourna pour voir Benedict Cumberbatch. Non, pas l'acteur, mais Benedict St. John, un vicieux avocat d'affaires connu sous le nom de Boucher de Fleet Street. Benedict, Alice Tister hocha la tête. Content de te voir. Tu connais ma fiancée, Tiffany. Les yeux de Benedict parcoururent dans la robe transparente de Tiffany pendant une fraction de seconde, son expression illisible. Il ne la salua pas. Il regarda de nouveau Alice Tister. Bref choix, Alice Tister, l'amener ici ce soir de toutes les nuits. Alice Tister se hérissa. Et pourquoi ça?
C'est une fête, Bénédicte, pas des funérailles. Bénédicte fit tournoyer son verre, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres. Leste, je suppose que cela dépend de qui tient l'appel. Profite de la soirée, Sterling. Il s'éloigna, laissant une traînée d'air froid derrière lui. Quel crétin, ricana Tiffany. Il est juste jaloux. Alistair ne répondit pas. Le malaise de l'invitation était de retour, lui serrant l'estomac comme une main froide. Il regarda de nouveau la pièce. Le décor était époustouflant. Des milliers de roses noires suspendues au plafond, des rideaux de velours noir et des lustres dégoulinants de cristaux sombres. C'était magnifique, mais ça semblait gothique, prédateur. Les lumières s'éteignirent soudainement. Un silence tomba sur la pièce. 300 des personnes les plus puissantes du monde se turent instantanément. Un projecteur frappa le balcon surplombant la piste de danse. « Mesdames et messieurs », une voix retentit dans les haut-parleurs. « Veuillez accueillir votre hôtesse pour la soirée, la présidente du Van Dorn Trust et la duchesse de Montclair, nouvellement nommée. » Alistair se figea. Duchesse Montclair. Ce titre était resté en sommeil pendant 50 ans. Les doubles portes du balcon s'ouvrirent lentement. Une silhouette sortit. Elle portait une robe de velours vert émeraude qui flottait autour d'elle comme de l'argent liquide. C'était conservateur, col haut, manches longues. Pourtant cela dégageait une sensualité et un pouvoir que la robe de cristal nu de Tiffany ne pouvait espérer égaler. Elle portait un collier de diamants qu'Alistair reconnut dans un catalogue de vente aux enchères de Christie's. Il s'était vendu 20 millions de dollars le mois dernier. Ses cheveux, autrefois châtain clair, étaient maintenant d'un châtain riche et foncé, relevés en une coiffure complexe et brillante, révélant un cou aussi gracieux que celui d'un cygne. Elle s'avança vers la balustrade et regarda la foule. Ses yeux scannèrent de la pièce, froids et tranchants comme du verre taillé. Alistair laissa tomber son verre de champagne. Il se brisa sur le sol de marbre, le son résonnant dans le silence. Tiffany haleta. « Ali, qu'est-ce que tu fais? » Mais Alistair ne pouvait pas l'entendre. Il ne pouvait pas respirer. Il sentait que l'air avait été aspiré de la pièce. La femme sur le balcon n'était pas une étrangère. Ce n'était pas une duchesse au hasard. C'était Geneviève. Mais ce n'était pas la Geneviève qui l'avait divorcée. Ce n'était pas la femme qui coupait des coupons et portait de la laine pratique. Cette femme rayonnait une autorité royale terrifiante. Elle baissa son regard, balayant la mer de visage jusqu'à ce qu'il se fixe sur lui. Elle ne sourit pas. Elle ne tressaillit pas. Elle se contenta de le fixer, ses yeux le perçant d'un mélange d'amusement et d'indifférence absolue et écrasante. « Bienvenue, » dit Geneviève, sa voix amplifiée, douce et riche comme du chocolat noir. À la résurrection, les genoux d'Alistair fléchirent. « C'est l'autre » cria son esprit. « Mon ex-femme est la reine du gala. » Et il venait d'entrer dans son palais, tenant la main de sa maîtresse. Le fracas du verre de champagne d'Alistair fut le seul son dans la pièce pendant un battement de cœur. Puis les murmures recommencèrent, mais cette fois c'était un rugissement. « C'est Geneviève Sterling? »« Non, espèce d'idiot. C'est Geneviève Van Dorn, la petite fille de la défunte archiduchesse Elena Nena. Je pensais que la lignée s'était éteinte en 1950. Apparemment non. C'est la seule héritière. Tout. Les domaines en France, les lignes de transport maritime, la collection d'or. » Alistair resta figé, le champagne imbibant ses chaussures en cuir italien. Son cerveau déraillait, essayant de réconcilier deux images impossibles. Il y avait la Geneviève qu'il connaissait. La femme qui coupait des coupons pour la lessive. La femme qui portait des pulls trop grands et lisait des romans policiers de poche sur le canapé. La femme qu'il avait qualifiée d'ennuyeuse à son avocat de divorce. Il se rappela le jour où il lui avait dit qu'il la quittait. Elle arrosait sa petite et triste jardinière de fenêtre. Elle n'avait pas crié. Elle l'avait juste regardé avec des yeux humides et dévastateurs et avait demandé « Il n'y a aucune chance pour nous, Alistair? Même pas pour l'amour de 10 ans. »
Il avait ri. Un rire cruel, dédaigneux. 10 ans est un coup irrécupérable, Jen. Je vais de l'avant. Tu es stationnaire. Et maintenant il la regardait, tandis que Geneviève commençait à descendre le grand escalier de marbre. Elle ne marchait pas, elle flottait. Le lourd velours émeraude de sa robe ondulait autour d'elle. Chaque pas était calculé, royal. La foule s'écarta instantanément pour elle, une mère de milliardaires et d'aristocrates inclinant la tête en signe de déférence. Ali. Tiffany siffla, tirant violemment sur sa manche. Ali, les gens regardent dans la tache humide sur le sol. Fais quelque chose. Et qui est cette même? Pourquoi te regarde-t-elle? Tais-toi, Allister murmura, sa voix tremblante. Juste tais-toi, Tiffany. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de son ex-femme. Alors qu'elle atteignait le bas des escaliers, un homme s'avança pour lui prendre la main. C'était Julian Blackwood, le sénateur qu'Allister avait désespérément cherché à rencontrer. Le sénateur s'inclina profondément, embrassant ses jointures gantées avec une révérence qu'Allister ne l'avait jamais vu montrer à personne. « Allister, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Une voix sèche murmura à côté de lui. Allister se tourna. C'était Lord Evelyn Carlyle, un courtier de pouvoir de vieille fortune qui siégeait au conseil d'administration de la Banque d'Angleterre. Allister avait essayé d'obtenir un déjeuner avec lui pendant 5 ans. Lord Carlyle, Allister s'étrangla. « La connais-tu? » Carlyle sirota son martini, regardant Geneviève avec admiration. « Tout le monde la connaît maintenant, mon vieux. C'est l'histoire du siècle. La duchesse cachée. Cachée. Sa grand-mère était l'archiduchesse exilée qui a fui l'Europe pendant la guerre. » Carlyle expliqua, appréciant la confusion visible d'Allister. Elle a épousé un roturier, un bibliothécaire, et a renoncé à ses titres pour protéger sa famille. Ils ont vécu dans l'obscurité totale. Geneviève ne le savait pas avant que sa grand-mère ne décède il y a 2 ans. 2 ans auparavant, juste quelques mois après que leur divorce fut finalisé. « Elle a hérité du titre? » demanda Allister, la bouche sèche. « Le titre, oui, mais plus important encore, le trust. Le trust Van Dorn a accumulé des intérêts composés et des actifs aptes depuis les années 1800. Ce n'est pas seulement de l'argent, Sterling, c'est la souveraineté. Elle pourrait racheter votre petit fonds spéculatif avec de la petite monnaie et il lui en resterait encore assez pour acheter un petit pays. » Allister sentit la pièce tourner. Quand il l'avait divorcée, il s'était battu bec et ongles pour garder son énorme fortune de millions intacte. Il lui avait donné le minimum de pension alimentaire autorisé par la loi, arguant qu'elle n'avait aucune compétence monnayable. Elle valait maintenant des milliards. Elle a été à Paris, continua Carlyle, étant préparée, apprenant les ficelles, revendiquant son héritage. Ce gala est sa fête de coming out. C'est sa déclaration que la lignée Van Dorn est de retour. Allister regarda de nouveau Geneviève. Elle riait doucement à quelque chose que le sénateur disait. Un son qu'il reconnaissait, mais plus aigu, plus réservé. Elle était radieuse. Elle était puissante, et elle portait l'héritage familial qu'il l'avait forcé à vendre. Il plissa les yeux. Oui. Autour de son cou, niché au-dessus des diamants, se trouvait un petit médaillon d'argent simple. Il semblait hors de propos parmi les millions de dollars de bijoux, mais elle le portait fièrement. Quand ils étaient mariés, Geneviève lui avait dit que c'était la seule chose qu'elle avait de sa mère. Quand la première entreprise d'Allister faillit échouer en 2018, il lui avait demandé de la vendre pour couvrir un appel de marge. Elle avait pleuré pendant des jours. Il l'avait forcée au prêteur sur gage lui-même. Comment l'a-t-elle récupérée? Ali. Tiffany se plaignit, sa voix râpant ses nerfs comme du papier de verre. Je veux la rencontrer. C'est l'autre, n'est-ce pas? Nous devrions aller lui dire bonjour. Peut-être qu'elle aimera ma robe. Allister regarda Tiffany, les cristaux voyants, le faux bronzage, le besoin désespéré d'attention. Puis il regarda Geneviève, calme, discrète, impérieuse.
Il avait échangé un diamant contre un strass. Non, dit Alistair, la panique montant dans sa gorge. Nous partons maintenant, quoi? Non, Tiffany frappa du pied. J'ai passé 4 heures à me préparer. Je veux un selfie avec la duchesse. Avant qu'Alistair ne puisse lui saisir le bras, la foule se déplaça. Le passage se dégagea et soudain, il n'y avait plus rien entre Alistair Sterling et Geneviève Van Dorn qu'environ 3 mètres de sol en marbre poli. Geneviève s'arrêta au milieu d'une phrase. Elle se tourna lentement, ses yeux se fixant sur Alistair. Le sénateur recula. La pièce sembla retenir son souffle. Elle ne détourna pas le regard. Elle sourit. C'était un sourire terrifiant, magnifique, qui n'atteignait pas ses yeux. Elle commença à marcher vers lui. La marche lui sembla une éternité. Chaque clic de ses talons sur le marbre résonnait comme un coup de feu dans les oreilles d'Alistair. Il voulait courir, mais ses jambes étaient de plomb. Il redressa sa colonne vertébrale, essayant de rassembler l'arrogance qui le portait habituellement à travers les hostilités de salle de réunion. « Je suis Alistair Sterling », se dit-il. « Je suis un homme qui s'est fait tout seul. » Mais à mesure que Geneviève se rapprochait, il se sentait petit. Elle s'arrêta à 60 centimètres de lui. L'odeur de son parfum le frappa. Rose Black Baccarat et pluie froide, c'était enivrant. « Alistair », dit-elle. Sa voix était calme, dépourvue du tremblement qu'il avait l'habitude d'entendre quand elle était nerveuse. « Geneviève ». Il hocha la tête, sa voix tendue. « Tu as l'air différente, j'imagine que oui », répondit-elle doucement. « Beaucoup de choses peuvent changer en 3 ans. Ne seriez-vous pas d'accord? » Ses yeux papillonnèrent envers Tiffany, qui se tenait légèrement derrière Alistair, serrant sa pochette et regardant entre eux avec de grands yeux confus. « Et ce doit être Tiffany », dit Geneviève. Il n'y avait aucune malice dans son ton, seulement une curiosité polie, comme si elle examinait un insecte légèrement intéressant. « Je vous reconnais des tabloïds, la mannequin Instagram, n'est-ce pas? » Tiffany se gonfla, prenant la reconnaissance pour un compliment. « Oui, bonjour. »« Oh mon Dieu, vous êtes la duchesse. Votre robe est incroyable, mais elle est si couverte. Vous n'avez pas chaud? » Alistair ferma les yeux. « S'il te plaît, arrête de parler. » Le sourire de Geneviève ne vacilla pas. « Nous valorisons le mystère dans la famille Van Dorn, Tiffany. Nous trouvons que tout donner au premier coup d'œil ne laisse rien à l'imagination. Une leçon que vous pourriez trouver précieuse. » L'insulte était si élégante qu'il fallut 5 secondes à Tiffany pour la traiter. Au moment où sa bouche s'ouvrit, Geneviève avait déjà reporté son attention sur Alistair. « Je suis surprise de vous voir ici, Alistair, » dit-elle. Le processus de vérification pour la liste des invités était assez rigoureux. Généralement, nous filtrons les passifs. Alistair se hérissa, passif. Sterling & Co. vient de fusionner avec Blackwood Tech. Nous avons enregistré des bénéfices records le trimestre dernier. Je suis à peine un passif, Jen. C'est votre grâce. Une voix grave gronda derrière Geneviève. Un homme grand, aux larges épaules, s'avança à côté d'elle. Il était plus jeune qu'Alistair, peut-être 35 ans, avec des yeux comme du silex et une cicatrice traversant son sourcil gauche. Il portait un uniforme militaire avec des médailles épinglées sur sa poitrine. Il ressemblait à un garde du corps, mais il se tenait comme un prince. « C'est bon, Stéphane, » dit Geneviève, posant une main apaisante sur l'avant-bras de l'homme. Le geste était intime, familier. Alistair sentit une pointe de jalousie assez chaude pour brûler. Alistair s'adapte encore à la nouvelle réalité. Elle regarda de nouveau Alistair, son regard s'aiguisant. « Et concernant vos bénéfices records, Alistair, je ne serais pas si sûr. Je lisais les rapports de diligence raisonnable sur Blackwood Tech ce matin. » Alistair se figea. « Diligence raisonnable. Pourquoi lirais-tu ça? » Geneviève inclina la tête. « Oh, ne saviez-vous pas que la fusion était financée par une injection de capital investissement? Un partenaire fantôme. » « Oui, dit Alistair, transpirant maintenant.
Le groupe Obsidian, investisseur silencieux. Geneviève écarta les mains, le velours émeraude captant la lumière. Bienvenue au gala Obsidian, Alice Tister. Qui pensez-vous possède le groupe Obsidian? Le sang quitta le visage d'Alistair. Le monde s'inclina sur son axe. Toi, murmura-t-il, tu as financé la fusion. Je possède 51% de la dette, corrigea Geneviève doucement. Ce qui signifie techniquement que je te possède. Al fit un pas de plus, envahissant son espace personnel. Pour la première fois, son masque glissa et il vit un éclair du feu en dessous. Tu m'as dit une fois que j'étais un fardeau à Leicester. Tu m'as dit que je ne comprenais pas la valeur de l'argent. Alors, j'ai décidé d'apprendre. J'ai acheté ta dette non pas parce que c'était un bon investissement, bien que ce le soit, mais parce que je voulais être celle qui tenait la laisse quand tu trébucherais inévitablement. Je ne trébuche pas, Leicester grogna, bien que sa confiance s'effondrait. Tout le monde trébuche, murmura Geneviève, surtout quand ils regardent les étoiles et oublient la falaise sous leurs pieds. Elle recula, son masque de politesse glaciale reprenant sa place. Profitez de la fête, Leicester. Buvez le champagne. C'est un millésime 1959. Très cher, mais essayez de ne pas l'en renverser davantage. Nous détestons ruiner les sols. Blais lui tournant le dos. Viens, Stéphane, le premier ministre à t'aide. Elle s'éloigna, l'homme nommé Stéphane, posant une main protectrice sur le bas de son dos. Alice Tister fut laissée seule au centre de la pièce, vibrant de choc. Tiffany tirait de nouveau sur son bras. Ali, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle te possède, Ali. Est-elle riche? Ali, les gens se moquent de nous. Alistair regarda autour de lui. Ils ne se moquaient pas. Ils faisaient pire, ils l'ignoraient. Le cercle s'était refermé. Il était à l'extérieur, et Geneviève était la reine. Mais Alistair Sterling était un combattant. Il avait grimpé des bas-fonds au penthouse. Il n'allait pas laisser son ex-femme bibliothécaire ou duchesse le détruire. Ses yeux se plissèrent alors qu'il la regardait rire avec le premier ministre. « Elle pense qu'elle a gagné », marmonna-t-il pour lui-même. « Elle n'a aucune idée. » Alistair se retira dans l'ombre de la colonnade cintrée, ses jointures blanches alors qu'il serrait un nouveau verre de whisky. Son esprit était en effervescence, une tempête chaotique de déni et de fureur. Elle possède la dette. Les mots résonnaient dans sa tête. Si Geneviève exigeait le remboursement du prêt sur la fusion du groupe Obsidian, Sterling & Co. seraient insolvables dans les 24 heures. Il perdrait le penthouse, les voitures, le statut. Il reviendrait à son point de départ, un enfant boursier de Leeds sans rien d'autre que de l'ambition. Il regarda Geneviève à travers la pièce. Elle tenait la cour près de l'orchestre, riant doucement à quelque chose que l'ambassadeur de France disait. Stéphane, l'homme militaire cicatrisé, se tenait juste derrière son épaule, une ombre silencieuse et mortelle. Elle bluffe, marmonna Alice Tister pour lui-même. Elle doit. Geneviève n'a pas l'estomac pour la guerre corporative. Elle pleure quand elle marche sur un escargot. Il avait besoin d'un levier. Il avait besoin de rappeler à tout le monde dans cette pièce qu'il était l'homme d'affaires et qu'elle n'était qu'une ex-femme chanceuse jouant à la déguisement. Il balaya la pièce du regard et aperçut Benedict St. John près de la sculpture de glace. Benedict était un requin, mais c'était un requin qui détestait l'instabilité. Si Alistair pouvait le convaincre que Geneviève était excentrique, une héritière inexpérimentée qui ferait s'effondrer le marché, Benedict pourrait railler le conseil d'administration contre elle. Alistair redressa sa cravate et s'avança. Benedict, Alistair siffla, se penchant près. Nous devons parler. Ce cirque, c'est une menace pour le marché. Benedict haussa un sourcil, épluchant une crevette avec une précision chirurgicale. Je trouve ça plutôt rafraîchissant, en fait. La duchesse a un excellent goût en matière de traiteur. C'est une fraude, Benedict. Alistair claqua sa voix, montant légèrement. Il y a 3 ans, elle coupait des coupons. Elle ne connaît rien au capital investissement. Si elle détient la dette de la fusion Blackwood,
Elle va la mal gérer. Elle va faire chuter l'action juste pour me virer. Vous avez des actions Blackwood, vous aussi. Voulez-vous perdre des millions à cause de la vendetta d'une ex-femme amère? Benedict marqua une pause. Il regarda Geneviève, puis à Leicester. La cupidité dans ses yeux vacilla. Que proposez-vous, Sterling? Nous forçons un vote de défiance, dit Alistair, sa confiance retrouvée. J'ai un dossier, ancienne déclaration de revenus de notre mariage, déclaration conjointe. Il y avait des divergences, des choses que je gérais pour elle. Si je les publie, il semblera qu'elle était impliquée dans l'évasion fiscale avant d'hériter du titre. Cela scandalisera le trust. Le conseil d'administration devra lui retirer le contrôle pour protéger l'image de Van Dorn. C'était un mensonge, bien sûr. Alistair était celui qui avait truqué les chiffres il y a des années, cachant des actifs aux îles Caïmans. Mais Geneviève avait signé les déclarations conjointes sans regarder. Elle était légalement impliquée. C'était une destruction mutuellement assurée, mais Alistair pariait qu'elle avait plus à perdre maintenant que lui. Benedict l'étudia un long moment, puis un sourire lent et froid se répandit sur son visage. « Tu es un salaud vicieux, Alistair. »« Je suis un homme d'affaires, » corrigea Alistair. « Es-tu partant si tu peux prouver qu'elle est un passif, » dit Benedict doucement. « Je soutiendrai ta motion à l'Assemblée des actionnaires demain matin. »« Je n'attendrai pas demain, » dit Alistair, un plan sombre se formant. « Je vais le faire maintenant, le toast. Quand elle se livrera pour parler, je vais poser les questions difficiles. Je vais exposer son passé. Quand j'aurai fini, ces gens la verront pour ce qu'elle est vraiment, une fraude. » Il se tourna pour trouver Tiffany. Il avait besoin d'elle à son bras, une représentation visuelle de sa vitalité, et d'aller de l'avant. Il la trouva près de la fontaine de chocolat, prenant un selfie avec une comtesse âgée et perplexe. « Tiffany, viens ici, » commanda Alistair, lui saisissant le poignet un peu trop fort. « Aïe! » Ali, attention aux ongles, se plaignait-elle, se retirant. Je faisais du réseautage. La comtesse me parlait de son yacht. Oublie la comtesse. Nous allons à la scène. Quand je commencerai à parler, tiens-toi là et aie l'air de soutenir. Souris. Hoche la tête. Ne parle pas. Pourquoi transpires-tu tant? Demanda Tiffany, fronçant le nez. Tu as l'air maniaque. Je suis en train de gagner, Tiffany. C'est à ça que ressemble la victoire. Soudain, l'orchestre cessa de jouer. Un roulement de tambour résonna dans le hall. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur retentit. Veuillez lever vos verres pour le discours de l'hôtesse. Geneviève s'avança vers le microphone sur l'estrade surélevée. Le projecteur la frappa, transformant le velours émeraude en feu. Elle regarda la foule, sereine et intouchable. « Merci à tous d'être venus, » commença-t-elle, sa voix ferme. « Ce soir est une question de résurrection, de renaître des cendres du passé pour construire quelque chose de plus fort. » Alistair vida le reste de son whisky. Il claqua le verre sur le plateau d'un serveur qui passait. « Maintenant, murmura-t-il. » Il se fraya un chemin à travers la foule, traînant Tiffany derrière lui. Il n'allait pas laisser Geneviève finir son discours. Il allait incendier son royaume avant même qu'elle ne mette la couronne. Ex-femme. La voix d'Alistair ne fit pas seulement interrompre le discours. Elle brisa l'atmosphère comme une brique jetée à travers un vitrail. Il franchit la ligne de fond de la foule, sa respiration haletante, son visage luisant d'une sueur maniaque. Il marcha droit jusqu'à la base de l'estrade surélevée, se tenant dans la lumière du projecteur qui était destiné à Geneviève. Derrière lui, 300 des personnes les plus puissantes du monde se figèrent. Le silence fut instantané et absolu, le genre de calme lourd et suffocant qui précède une catastrophe naturelle. Geneviève s'arrêta au milieu d'une phrase. Elle le regarda de la hauteur de la scène, son visage un masque illisible de porcelaine et de glace. À côté d'elle, Stéphane, le garde du corps cicatrisé, se tendit. Sa main se porta instinctivement vers l'intérieur de sa veste de smoking, ses yeux se fixant sur Alistair avec une intention mortelle. Mais Geneviève leva simplement une main gantée,
Un petit geste impérieux qui l'arrêta net. « Alistair » dit-elle dans le microphone. Sa voix était amplifiée, retentissant dans l'orangerie caverneuse, douce et riche. « Je vois que vous avez apprécié le millésime 1959. Peut-être que la sécurité devrait vous appeler une voiture. Vous semblez souffrir. Ne me prends pas de haut, Jen. » Alistair cria, sa voix se brisant. Il pointa un doigt tremblant vers elle, le bouton de manchette doré brillant sous les lumières. « Tu joues un jeu que tu ne comprends pas. Tu penses qu'une robe chic et un titre volé font de toi l'une d'entre eux. » Il se retourna pour faire face à la foule, écartant les bras, se produisant pour le public qu'il désespérait de conquérir. « Regardez-la, hurla-t-il, faisant un geste vers la scène. Vous pensez tous qu'elle est une sorte de sauveuse aristocratique. Vous vous inclinez devant une fraude. Il y a 3 ans, cette femme me suppliait pour de l'argent pour l'épicerie. C'est une bibliothécaire de Leeds qui a eu de la chance avec un test de généalogie. Elle n'a pas sa place ici, murmura la foule. C'était une ondulation de son gênante, le bruissement de la soie et le déplacement des poids. C'était la haute société. Le linge sale était censé être lavé dans les salles d'audience, pas dans les galeries. Y a-t-il un but à cette explosion? Alistair? Demanda Geneviève. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air ennuyée, comme s'il était une coupure publicitaire ennuyeuse qu'elle était forcée d'endurer. Le but, Alistair riconna en se tournant pour lui faire face, c'est que vous êtes inapte à gérer le Trust Van Dorn. Vous êtes inapte à détenir la dette de Sterling & Co. Je suis au courant des déclarations fiscales, Geneviève. Les déclarations de 2019, il vit un scintillement dans ses yeux. La peur. Oui, ça devait être la peur. Il poussa son avantage, sa voix montant à un paroxysme. J'ai les documents. Alistair mentit, son bluff augmentant en ampleur. Je sais que vous avez signé pour de la dissimulation d'actifs illégaux au Caïman. Vous êtes une criminelle comme le reste d'entre nous. Alors pourquoi ne démissionnez-vous pas, annulez la dette et retournez à vos livres avant que je ne remette tout aux autorités dès maintenant? Il resta là, allaitant, attendant qu'elle s'effondre. Il attendit les larmes, les excuses, la soumission, mais le silence s'étira. 5 secondes, 10. Tiffany Rose, debout à quelques mètres derrière Alistair, tira sur sa manche. Son visage était pâle sous son bronzage. « Ali, arrête » murmura-t-elle urgemment. « Tout le monde nous regarde comme si nous étions fous. Allons-y. »« Taille-toi, Tiffany » siffla Alistair. « Je nous sauve. » Geneviève soupira. C'était un son de profonde déception, amplifié par les haut-parleurs pour que tout le monde l'entende. « Vous avez soulevé les déclarations de 2019, Alistair, dit-elle, son ton passant de poli à clinique. Je suis en fait contente que vous l'ayez fait. Cela m'évite de la peine de les soulever moi-même. » Elle regarda par-dessus la tête d'Alistair vers la cabine technique à l'arrière de la pièce. Elle fit un seul signe de tête sec. Derrière elle, le gigantesque écran LED qui affichait l'élégant logo du gala obsidienne vacilla. L'image se dissipa. À sa place, un document PDF haute résolution apparut. Alistair plissa les yeux contre l'éblouissement. C'était un relevé de virement bancaire. « Quand j'ai hérité du Trust, dit Geneviève, s'adressant maintenant à la foule comme si elle donnait une conférence universitaire. Mon premier acte a été d'engager des experts comptables judiciaires, les meilleurs de Londres. Je voulais m'assurer que mon historique financier était impeccable avant de prendre les rênes. Le document à l'écran zooma, un cercle rouge soulignant une ligne spécifique. « Nous avons trouvé l'argent que vous avez caché, Alistair, » dit-elle doucement. 2,5 millions de livres siphonnés de notre compte joignent vers une société écran aux îles Caïman. « Cela ne prouve rien, Alistair cria, bien que son estomac se souleva. « Tu as signé ces papiers. C'est ton nom sur le compte. »« L'Est » demanda Geneviève. L'écran changea de nouveau. Cette fois, il montrait 2 signatures côte à côte. L'une était l'écriture élégante et fluide de Geneviève.
L'autre était une imitation dentelée et tremblante. En dessous, un texte en gras lisait « Rapport d'analyse d'écriture manuscrite. Probabilité de correspondance 0,0%, falsification confirmée. » Alistair pensait que j'étais trop stupide pour remarquer l'argent manquant. Geneviève continua, sa voix durcissant comme de l'acier. Il m'a dit que le marché était en baisse. Il m'a dit que nous devions nous serrer la ceinture. Et pendant que je coupais des coupons, il pratiquait ma signature pour détourner des fonds afin de soutenir ses propres prix d'action en chute libre. Non, Alistair s'étrangla. Il regarda autour de la pièce. Le sénateur Blackwood chuchotait à l'oligarque russe. Lord Carlisle secouait la tête. C'est faux. Elle a falsifié le rapport. Et ceci, dit Geneviève, l'ignorant complètement, est un enregistrement du conseil d'administration exécutif de Sterling & Co., daté d'exactement 3 jours. Un grésillement de statique siffla à travers les haut-parleurs. Puis la propre voix d'Alistair retentit, cristalline, indéniable. Je me fiche que les chiffres soient réels. Bénédicte, truc, jute les livres et fais la fusion. Si l'audit est insuffisant, nous blâmerons l'équipe de transition. J'ai besoin de ce paiement pour couvrir la bague pour Tiffany. Si Geneviève découvre que je tire parti de la dette, je suis mort. Fais le juste. Le souffle coupé de la pièce aspira l'air de l'orangerie. Ce n'était plus juste un drame social. C'était une confession de fraude de titre. Alistair trébucha en arrière comme s'il avait été physiquement frappé. Le sang quitta son visage, le laissant pâle et vieux. Il sentit les yeux de chaque investisseur, chaque rival, chaque procureur dans la pièce brûler sa peau. « Toi », Alistair s'étrangla, la regardant avec horreur. « Tu as mis sur écoute mon bureau. Je possède l'immeuble, Alistair, dit simplement Geneviève. J'ai acheté le bail la semaine dernière. Prérogative du propriétaire. » Elle s'avança jusqu'au bord de la scène. Elle le regarda, et pour la première fois, il réalisa à quel point il était petit. Tu voulais une réaction, Alistair. Tu voulais prouver que tu étais l'homme d'affaires puissant. Eh bien, voici la réalité commerciale. Ton action est actuellement en chute libre. La Securities and Exchange Commission a déjà reçu une copie de cet enregistrement et la dette que je détiens. Elle fit une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir angoissant. Je la réclame immédiatement. Alistair tomba à genoux. Ce n'était pas un geste dramatique. Ses jambes lâchèrent simplement. « Tu ne peux pas. Je serai en faillite. »« Tu es déjà en faillite, » murmura Geneviève. « Tu ne le savais juste pas encore. » Alistair regarda frénétiquement à sa droite. « Tiff, plaida-t-il, tendant la main vers elle. « Tiff, bébé, dis-leur. Dis-leur que c'est un mensonge. Nous pouvons arranger ça. » Tiffany Rose regarda l'écran où la preuve de ses crimes brillait encore. Elle regarda les visages furieux et dégoûtés des milliardaires autour d'eux. Puis elle regarda Alistair, en sueur, ruiné et pathétique sur le sol. Elle retira sa main comme s'il était contagieux. « Ne me touche pas !» Elle hurla, sa voix stridente et perçante. Elle griffa sa main gauche, arrachant la bague de fiançailles massive de son doigt. « Tu as dit que tu étais riche. Tu as dit que tu possédais la ville. Tu as utilisé ma carte de crédit pour payer la limousine ce soir, n'est-ce pas? Menteur! Tiffany, attends. J'ai fini. » Elle jeta la bague de toutes ses forces. Elle rebondit sur la poitrine d'Alistair avec un cliquetis pathétique et roula sur le sol de marbre, s'arrêtant aux pieds de Geneviève. « Je n'irai pas en prison pour toi. Je suis célibataire. » Tiffany se retourna et courut vers la sortie, ses talons claquant frénétiquement, serrant son sac à main contre sa poitrine. Alistair fut laissé seul au centre de la pièce. Le cercle de la société d'élite s'était élargi, le laissant isolé sur une île d'humiliation. Il leva les yeux vers Geneviève, des larmes de rage et de choc piquant ses yeux. « Pourquoi ?» murmura-t-il, sa voix brisée. « Pourquoi faire ça ici? Pourquoi ne pas juste me poursuivre en justice discrètement? » Geneviève se pencha sur le micro une dernière fois. Ses yeux étaient scombés, dépourvus de pitié. « Parce qu'Alistair,
Tu n'as pas seulement brisé mon cœur. Tu as essayé de briser ma dignité. Tu m'as fait me sentir petite pour que tu puisses te sentir grand. Tu aimais le public, n'est-ce pas? Elle fit signe aux gardes de sécurité qui attendaient dans les coulisses. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être le divertissement. Deux gardes costauds traversant de sol, saisissant Alice Tister par les bras. Il ne se battit pas. Il devint mou, trop choqué pour lutter. Alors qu'il le traînait en arrière sur le sol poli, ses talons glissants, il vit Stéphane s'approcher de Geneviève et lui tendre un nouveau verre de champagne. Elle en prit d'une gorgée, le regardant par-dessus le bord du verre. Les lourdes portes en chêne se refermèrent, scellant Alistair dehors dans le froid brouillard. À l'intérieur de la salle de bal, le silence plana pendant un battement de cœur. Puis le sénateur Blackwood commença à applaudir. C'était un applaudissement lent et respectueux. Puis Lord Carlisle se joignit à lui. En quelques secondes, toute la pièce applaudissait. Ils n'applaudissaient pas pour le drame. Ils applaudissaient pour la reine. 3 mois plus tard, la pluie de Londres était incessante. Un rideau gris qui semblait délaver la couleur du monde. Elle martelait la petite fenêtre renforcée de la cellule 82 de la prison de Wandsworth, le son résonnant comme un applaudissement moqueur constant. Alistair Sterling était assis sur le bord de son lit de camp, le matelas mince s'affaissant sous son poids. L'homme qui avait autrefois commandé des conseils d'administration depuis le sommet du Shard ne commandait maintenant rien d'autre qu'une boîte en béton de 4 vieux pieds. Les costumes sur mesure de Savile Row étaient un lointain souvenir remplacé par un uniforme gris rêche et mal ajusté qui sentait faiblement l'eau de Javel industriel et le désespoir des autres hommes. Sa Patek Philippe, celle qu'il utilisait pour vérifier impatiemment lors de négociations à des millions de dollars, reposait dans un casier de preuves quelque part dans la ville. Le temps, autrefois sa monnaie la plus précieuse, s'étirait maintenant devant lui en une boucle interminable et agonisante. Il fixait la peinture écaillée du mur d'en face. Les gros titres circulaient probablement encore, bien que les gardes le laissaient rarement voir un journal. L'argent sterling se transforme en rouille. PDG condamné à 12 ans pour fraude. La honte brûlait dans ses entrailles, plus chaude que le café instantané bon marché qu'il servait au petit déjeuner. Tout était parti. Le penthouse surplombant la Tamise avait été saisi. L'Aston Martin avait été mise aux enchères. Même ses amis s'étaient évaporés comme la brume. Il avait utilisé son seul appel téléphonique autorisé pour tenter de joindre Tiffany Rose, désespéré d'entendre une voix familière, un brin de loyauté. La ligne avait été coupée. 2 semaines plus tard, son avocat commis d'office, un homme surmené avec une tache sur sa cravate, avait laissé tomber un tabloïd sur la table. Il y avait Tiffany, rayonnante en couverture du Sun, pendue au bras d'un attaquant de Premier League de 20 ans. Le titre disait « Mon cauchemar avec le monstre de Mayfair, comment Alice Tister m'a dupé ». Elle avait vendu son histoire pour 50 000 livres. C'était assez pour acheter beaucoup de sacs à main, mais pas assez pour racheter la dignité d'Alice Tister. Mais ce n'était pas la perte de l'argent ou de la fille qui le hantait dans le silence de la nuit. C'était le souvenir du gala. C'était Geneviève. Il ferma les yeux et la vit debout sur cette scène, baignée de lumière émeraude. Il s'attendait à ce qu'elle crie. Il s'était préparé à une femme éconduite, hystérique et amère. Il aurait pu se battre contre ça. Il savait comment combattre la colère, mais il n'avait pas su comment combattre l'indifférence. Elle ne l'avait pas regardé avec haine. Elle l'avait regardé comme s'il était une erreur d'arrondi dans un grand livre, quelque chose à corriger et à oublier. Sterling. Le coup sec d'une matraque contre les barreaux de fer le fit sursauter. Un garde se tenait là, le visage impassible. Visiteur, salle des avocats. Bougez-vous. Alice Tister se leva, ses genoux craquants. Un scintillement d'espoir s'alluma dans sa poitrine, désespéré et illogique. Peut-être que l'appel avait abouti. Peut-être que le conseil avait trouvé une technicité. Peut-être y avait-il une issue. Il traîna les pieds dans le couloir, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus.
Quand il entra dans la salle des visiteurs, il s'attendait à la cravate tachée de son défenseur public. Au lieu de cela, il s'arrêta net. Assis de l'autre côté de la cloison en verre renforcé se trouvait Benedict St. John. Benedict avait l'air impeccable comme toujours. Il portait un costume bleu marine à rayures qui coûtait probablement plus que ce que le gardien de prison gagnait en un an. Il vérifiait sa montre de poche en or, un air d'ennui suprême sur son visage. Alistair s'assit lentement, prenant le téléphone noir du combiné. « Benedict, tu es venu. » Benedict prit son combiné, son expression illisible. « Alistair, tu as l'air fatigué, mon ami. »« J'ai été mieux, » dit Alistair, un rire rauque lui échappant. « Pourquoi es-tu ici? Y a-t-il des nouvelles? Les actionnaires se sont-ils ralliés? » Benedict offrit un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était le sourire d'un requin qui avait déjà mangé. « Je ne suis pas ici pour t'aider, Alistair. Je suis ici en tant que messager. » « Un messager pour la nouvelle propriété? » Benedict clarifia doucement. « Nous avons finalisé la restructuration de Sterling & Co. ce matin. La marque est morte, bien sûr. Actif toxique, mais l'infrastructure était précieuse. »« Qui l'a acheté? » demanda Alistair, serrant le téléphone plus fort. « Qui a ramassé les restes? » Benedict tendit la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe de couleur crème. Il la glissa par la fente étroite au bas de la vitre. C'était un papier lourd et cher scellé avec de la cire noire estampillée d'une seule rose épineuse. « Le Trust Van Dorn », dit Benedict doucement. « Elle a tout acheté, Alistair. Chaque action, chaque dette. Elle a liquidé tes biens personnels pour rembourser le fonds de pension que tu avais pillé. Elle a remis les employés sur pied. Et puis elle a dissous l'entreprise dans sa division caritative. » Les mains d'Alistair tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il déchirait le seau de cire. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Ce n'était pas un document légal. Ce n'était pas un chèque. C'était une photo d'une devanture de magasin sale et délabrée dans un quartier pauvre de Londres. Le prêteur se gage. L'endroit où, des années auparavant, Alistair avait forcé une Geneviève en larmes à vendre le médaillon en argent de sa mère pour couvrir un appel de marge qui l'avait paniqué. Il retourna la photo. Au dos d'une écriture élégante et fluide qu'il connaissait mieux que la sienne, il y avait 3 mots. Payé en totalité. L'air quitta les poumons d'Alistair. Elle se souvenait. Elle se souvenait de chaque affront, de chaque moment de cruauté, et elle avait systématiquement rééquilibré la balance. « Elle me possède », murmura Alistair, la réalité s'écrasant sur lui. « Elle t'a effacé », corrigea Benedict, se levant et boutonnant sa veste. « Tu n'es plus un rival. Tu n'es même pas un souvenir. Tu n'es qu'une note de bus de paye dans le rapport trimestriel d'une femme beaucoup plus réussie. » Benedict se tourna vers la porte, signalant le garde. « Attendez » cria Alistair, frappant la vitre de sa main. « Comment va-t-elle, Benedict? Demande-t-elle de mes nouvelles? Mentionne-t-elle mon nom? » Benedict marqua une pause, la main sur la poignée de porte. Il regarda l'homme brisé dans l'uniforme gris. Un regard de pitié mêlé de dédain sur son visage. « Elle ne parle pas du tout de toi, Alistair, » dit Benedict froidement. « Tu es le passé, et Geneviève, elle est trop occupée à construire le futur. » La porte se referma d'un clic, laissant Alistair seul dans le silence, serrant la photo de ses propres péchés. La Riviera française, à 1000 kilomètres de là, le monde était d'une toute autre couleur. Le soleil commençait sa lente descente sur la Méditerranée, peignant le ciel de coups de pinceau violets et d'orange brûlants. L'air ici ne sentait pas la pluie et le béton. Il sentait la lavande sauvage, le sel de mer et le pain ancien. Geneviève se tenait sur la terrasse en pierre calcaire de la Villa Van Dorn, un vaste domaine perché haut sur les falaises surplombant les lumières scintillantes de Monaco. Elle était pieds nus, la pierre froide l'ancrant. Les lourdes robes de velours blindé et les colliers de diamants du gala étaient rangés. Ce soir, elle portait une simple robe d'été en lin blanc qui captait la brise.
ses cheveux lâches et ondulants autour de ses épaules. Elle prit une gorgée de rosé frais, la condensation sur le verre fraîche contre ses doigts. Elle regarda l'horizon où la mer rencontrait le ciel. Les 3 derniers mois avaient été un flou d'avocats, de conférences de presse et de signatures. Démanteler l'empire d'Alistair n'avait pas été fait par méchanceté, pas entièrement. C'était un exorcisme nécessaire. Elle avait eu besoin de prendre l'arme qu'il utilisait pour la blesser et la transformer en quelque chose qui pouvait guérir les autres. Les actifs de Sterling finançaient maintenant des logements pour les familles déplacées. Le cycle de la cupidité était brisé. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air doux. Pendant 10 ans, elle avait retenu son souffle, attendant la permission d'exister, attendant qu'Alice Tister lui dise qu'elle était assez bien. « Tu penses trop fort. » Une voix grave et familière gronda depuis l'embrasure de la porte. Geneviève se tourna, un sourire authentique effleurant ses lèvres. Stéphane se tenait là, appuyé contre l'arche. Il avait troqué sa tenue militaire formelle pour une chemise blanche décontractée, les manches retroussées révélant les cicatrices et les tatouages sur ses avant-bras. Il tenait un plateau de figues fraîches et de fromage. « Je ne pense pas », corrigea Geneviève doucement. « Je me souviens. »« De quoi te souviens-tu » demanda Stéphane, posant le plateau sur une table en mosaïque et se déplaçant pour se tenir à côté d'elle à la balustrade. « La fille que j'étais, » avoua-t-elle, regardant les vagues s'écraser contre des rochers loin en dessous. Celle qui coupait des coupons et s'excusait de prendre de la place. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et lui dire. J'aimerais pouvoir lui dire que la douleur n'était que le feu de la forge. Stéphane la regarda, ses yeux sombres, chauds et fixes. Il avait été son ombre pendant 2 ans, son protecteur, son professeur, son seul véritable ami dans le vivier de requins de la haute société. Il l'avait vu pleurer quand elle pensait que personne ne regardait, et il l'avait vu se tenir comme une reine quand le monde regardait. « Elle sait, » dit Stéphane, sa voix basse et rauque. « C'est elle qui a traversé le feu pour que tu puisses te tenir ici aujourd'hui. » Geneviève leva les yeux vers lui. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était chargé. C'était le silence confortable de 2 personnes qui n'avaient plus besoin de cacher qui elles étaient. Alors, Stéphane dit, rompant le regard pour regarder l'océan. « Le roi est détrôné, l'empire est conquis. Londres est à vos pieds. Votre grâce, quelle est la prochaine campagne? » Geneviève rit, un son léger et libre porté par le vent. Elle tendit la main et toucha le médaillon d'argent à son cou, celui qu'elle avait racheté elle-même au prêteur sur gage le jour où les fonds avaient été débloqués. Il était chaud contre sa peau. « Plus de campagne, Stéphane, » murmura-t-elle. « Je suis fatiguée de la guerre. Je suis fatiguée de la stratégie. » Elle se tourna entièrement vers lui. Le soleil plongeait maintenant sous l'eau, projetant de longues ombres sur la terrasse. « Je pense, » dit-elle, tendant la main pour prendre la sienne. Sa paume était rugueuse, cailleuse par des années de service, mais son toucher était incroyablement doux. « Je pense qu'il est temps de commencer à vivre. Juste vivre. » Stéphane regarda leurs mains jointes, puis leva les yeux vers les siens. La distance professionnelle qu'il avait maintenue si longtemps s'évapora, remplacée par une dévotion brute et honnête. « Je suis avec vous, » promit-il, entrelaçant ses doigts avec les siens. À chaque étape du chemin, en dessous d'eux, l'océan continuait son rythme éternel, lavant les débris du passé. Geneviève lui serra la main et se tourna vers la vue, son cœur enfin vraiment léger. Le cauchemar était fini. La reine n'avait pas seulement survécu. Elle avait réécrit la fin. Et pour la première fois de sa vie, l'histoire ne concernait pas à qui elle appartenait. Elle concernait qui elle était. Elle était Geneviève Van Dorn, et elle était libre. Et c'est l'histoire de comment Alistair Sterling a appris la leçon la plus difficile de toutes. Ne jamais sous-estimer la personne que tu as brisée parce que les morceaux peuvent être remis ensemble pour former une arme. Geneviève n'a pas seulement eu sa vengeance, elle a eu justice.
Elle a prouvé que le vrai pouvoir ne consiste pas à crier le plus fort ou à exhiber le plus d'argent. Il s'agit de patience, de dignité et de jouer le long terme. Si vous avez apprécié cette histoire de karma et de rédemption, veuillez donner un pouce en l'air à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Qu'avez-vous pensé de la punition d'Alistair? Était-ce suffisant ou méritait-il pire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouvel épisode de notre narration dramatique. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine histoire.